Elle me regarde, me fait, tu veux venir? Je fais oui. Qu'est-ce que c'est? Ouais, bah, je crois qu'il a une grosse envie urinaire. Hein. C'est quoi ce bruit? Bah, c'est la première fois. Fort comme ça. Comme par hasard. Oh, Cécile, mais décidément. Mais non, mais il y a un truc dans les tuyaux, hein. C'est un rat. Arrête, non. Non. Si, c'est un rat. Eh oh! Pardon. Arrête, pardon. il va... Ah non, mais parce que moi, j'ai peur des rats. Tu vois? Il arrête. C'est un rat. C'est un rat? Oui, c'est un rat. Arrête! Bah... Voilà. Non, Cécile. Bah, tu vois bien, il était dans les tuyaux, là. Oh, c'est une blague. Il pourrait venir? T'inquiète, on a un chien de garde. Ok, Karma, je compte sur toi. Oui, surtout Karma qui est très vif. Entre les 5 qui pendent, là. Attends. Ça va, Cécile? Oh, pardon. Oui, ça va et toi? Mais oui, ça va parfaitement bien. Mais qu'est-ce que tu me fais rire? Ah, mais vraiment. Je trouve que depuis... Alors, je le dis vraiment sincèrement. Depuis que je t'ai rencontré la dernière fois sur Agen, on s'était jamais vu avant. C'est vrai. T'as une énergie, t'as quelque chose qui émane de toi, qui est cool, qui est positif, qui est agréable. Bah, merci beaucoup. Voilà. C'est touchant, merci. Et je comprends pas pourquoi en off, tu m'as dit y a plein de gens qui m'aiment pas. Bah, il y a plein de gens qui m'aiment pas, qui m'apprécient pas, entre guillemets. Bon, bah, déjà parce qu'ils me connaissent pas. Hein, sur les réseaux sociaux, c'est facile de juger. Parce que je suis hors code. Voilà, quand on n'est pas dans le mouvement sociétal, eh ben, on a tendance voilà, à être jugé. Je suis célibataire, je fais de la télé. Ma fille, elle a aussi une grande gueule. Donc, ouais, je suis pas mariée à une maison avec un labrador, 2 gosses. Je suis complètement en dehors de tout ça, ouais. Tu te sens hors code? Tu te sens hors société? J'ai toujours été hors code. Depuis petite? Ouais, depuis... j'ai jamais aimé travailler de 9h à 18h, avoir un patron, 1 heure de poste. Pour moi, c'est subir la vie et c'est pas être actrice de sa propre vie. Alors, j'ai fait des métiers, puisque moi, à la base, je suis coiffeuse. J'ai fait même à un moment donné 3 métiers pour payer mes factures, parce que j'ai toujours été, entre guillemets, célibataire. Tu faisais quoi comme différents métiers? Alors, j'étais coiffeuse, hôtesse en boîte de nuit et femme de ménage et aussi nounou. Tu cumulais ces métiers? Ouais, je cumulais, ouais. D'ailleurs, hôtesse boîte de nuit, à la fin, vers 2h du matin, je devais accueillir les gens. Tu me voyais sur le canapé. Bon, j'ai eu beaucoup de mal, mais voilà, je sais ce que c'est de travailler, je sais ce que c'est de galérer financièrement et d'avoir un patron. Mais c'est vrai que depuis pas mal d'années maintenant, je suis à mon compte et je préfère... Je suis un électron libre. Tu t'en sortais bien financièrement quand tu cumulais ces 3, 4 boulots différents? Non. J'avais beaucoup de mal parce que j'avais beaucoup de charges. Et que je me suis retrouvée à un moment donné expulsée de mon appartement et on s'est retrouvés sans toit avec ma fille. Ça a été très, très compliqué. Elle avait quel âge, Anissa, à ce moment-là? Elle avait 10 ans. Ah ouais? Ouais. Ok, pourquoi vous vous êtes retrouvée expulsée de votre appartement? Parce que j'avais très peu de... Enfin, j'arrivais pas à gérer. J'avais un loyer à 700 € semi-social. Donc j'avais beau demander, mais mettez-moi, peu importe, dans une cité où... J'arrive pas à payer mon loyer et en fait, ça s'est accumulé. Et en étant quasiment seule à gérer ma fille, j'ai pas réussi à m'en sortir. Un jour, je me rappelle, j'avais pas réussi à payer la facture d'EDF, d'électricité, et les lumières se sont éteintes complètement. Et j'ai dû allumer toutes les bougies, voilà. Et ma fille, elle était bébé, elle devait avoir 5 ans. Elle disait, maman, c'est mon anniversaire. Je fais, oui, c'est ton anniversaire. J'ai ce truc-là de ma fille avec des bougies partout où j'avais besoin... Enfin, j'avais ce truc-là le devoir d'enjoliver la situation en lui disant, en lui expliquant que c'était... on faisait une petite fête partie, mais en fait, non, c'est parce que j'avais pas de thune pour payer l'électricité. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est une jeune maman, solo, avec un enfant donc à charge, qui a personne pour nous aider et qu'on a du mal à payer son loyer, à payer son électricité, et pourtant qu'on travaille? En fait, j'avais ce truc-là de jamais baisser les bras. Ma fille,
c'était, et ça l'est toujours, mon moteur. J'avais un petit bout qui avait, qui avait rien demandé. Et grâce à ces périodes très compliquées, avec le recul, je suis vraiment fière de moi. Vraiment. Parce que j'ai surmonté. Une fois qu'on s'est retrouvés, que les huissiers sont venus, qu'on s'est retrouvés à la porte avec ma fille, donc je l'ai mis en sécurité chez sa grand-mère paternelle. Pourquoi chez sa grand-mère paternelle? Parce que ma mère habite loin et que la famille de ma fille habite vers Aix-en-Provence. D'accord. Donc j'ai voulu la mettre voilà, la protéger et la mettre chez sa grand-mère. Et pourquoi les huissiers sont venus toquer chez toi? Parce que j'avais pas d'argent pour payer le loyer. À un moment donné, quand les dettes s'accumulent, je me suis retrouvée à ne plus pouvoir payer mon loyer. Donc ils viennent, ils te prennent tes meubles et ils t'expulsent. Et pendant combien de temps t'as pas réussi à payer ton loyer? 2 ans. Ok, donc pendant 24 mois, tu payes pas ton loyer. Ouais. Est-ce que tu étais ce genre de femme, d'homme qu'on peut voir aujourd'hui dans des documentaires à la télévision? Tu sais, quand ils mettent en scène les personnes qui... Oui. Non, les personnes qui n'arrivent pas à payer leur loyer, il y a un terme pour ça. Tu sais, dans les documentaires à la télé, je l'ai pas, je le fais vraiment la totale d'impro. Je sais pas, mais en tout cas, oui, j'avais une dette locative et que je devais... Oui. Avec les trêves hivernales, etc. Ils nous montrent ça tout le temps à la télé. Oui, les trêves hivernales. Après, en fait, moi, j'avais de quoi payer le loyer, mais la somme pour mon loyer était pour payer mes frais au quotidien. L'essence, les assurances, la nourriture, etc. Donc, je me retrouvais, en fait, à plus avoir d'argent pour payer mon loyer. Les squatteurs, ils appellent ça les squatteurs. Certains mettent tout dans la même catégorie et appellent ça des squatteurs. Non, je payais... non, j'étais pas squatteuse. Non, je squattais pas. Non, mais certains considèrent que de ne pas payer son loyer à un propriétaire est une forme de squat. Qu'est-ce qui fait cric-cric? Ah, c'est rien, ça doit être quelqu'un qui fait pipi au-dessus. Ah, d'accord. Mais non, j'étais pas une squatteuse. J'étais une personne en difficulté financière qui n'arrivait pas à payer son loyer, malgré le fait que j'ai demandé d'avoir un T2, c'est-à-dire une chambre pour ma fille et moi, et il me disait, non, la loi exige que, comme votre fille est en bas âge, vous devez avoir 2 chambres pour avoir un logement décent. Mais moi, j'ai dit, je m'en fiche. Je ne peux pas payer 700 € de loyer. C'était du semi-privé. Et puis, 2 jours après, mais vraiment, la vie est incroyable. 2 jours après, je rencontre une personne, je faisais la queue dans une boulangerie, parce que moi, je parlais à un mur. Et elle me dit, voilà, moi, je pars à Genève, là dans 2 jours, faire la saison. Grâce à ça, j'ai pu m'acheter une nouvelle voiture. Et tous les étés, je fais ça. Je fais OK. Elle me regarde, me fait, tu veux venir? Je fais oui. Qu'est-ce que c'est? Ouais, je crois qu'il a une grosse envie urinaire. Hein. C'est quoi ce bruit? C'est la première fois. Fort comme ça. Comme par hasard. Oh, Cécile, mais décidément. Mais non, mais il y a un truc dans les tuyaux, hein. C'est un rat. Arrête, non. Non. Si, c'est un rat. Eh oh! Pardon. Arrête, pardon. il va... Non, mais parce que moi, j'ai peur des rats. Tu vois? Il arrête. C'est un rat. C'est un rat? Oui, c'est un rat. Arrête! Voilà. Non, Cécile. Tu vois bien, il était dans les tuyaux, là. Oh, c'est une blague. Il pourrait venir? T'inquiète, on a un chien de garde. Ok, Karma, je compte sur toi. Oui, surtout Karma qui est très vif. Ah, mais t'as raison, ça grattait. Ben oui. Ok, allez, je vais faire comme si j'avais pas entendu. Ouais, ok, donc toi, tu disais que peu importe, même si t'avais pas de 2 chambres, tu ne pouvais juste pas payer 700 €. C'est tout. Et pourtant, j'ai demandé à changer de logement, etc., plus petit. Enfin, j'avais un très bel appartement, mais financièrement, je ne pouvais pas. Et donc, je rencontre cette personne qui me propose d'aller à Genève. 2 jours après, je pars à Genève avec un faux CV, parce que j'avais jamais fait de restauration. Et je me suis dit, il faut que j'enjolive un peu le truc. Je suis partie, sac à dos, gourde, je me rappellerai toujours, basket. Et je suis allée distribuer mes CV. Et puis, j'ai trouvé un emploi dans la plus grosse brasserie de Genève, avec 30 Italiens qui parlaient quasiment pas français. Et pour moi, je voulais juste travailler 2-3 mois pour pouvoir me remonter financièrement.
Et en fait, je suis restée 4 ans sur Genève. Quand j'ai reçu ma première paye sur mon compte et que j'ai vu le chiffre, parce que j'ai gagné à peu près 4 200 €. Par mois? Ouais. Waouh! Ouais. Mais par contre, j'ai perdu énormément de poids parce que c'est très, très... Là, on n'est pas à 35 heures en Suisse. Hein. C'est très, très... Ratatouille! Mais t'es sûr que c'est un rat? Mais oui. Désolé. Et puis voilà. En fait, la vie, c'est ça. C'est on descend, on remonte, on descend, on remonte. Et puis ça a été une très, très belle expérience, même si ça a été très compliqué pour moi. Mais t'avais pas le papa de ta fille qui te versait une pension, Alors, qui t'aidait, qui te soutenait? J'ai le papa qui m'aidait, mais c'était pas... c'était pour acheter une paire de baskets à ma fille, un peu de fringues. C'est-à-dire, il n'y avait pas de pension alimentaire, il n'y avait pas de l'argent qui tombait tous les mois pour contribuer justement à cette éducation? On s'arrangeait tous les deux, mais c'était... la petite a besoin de ça pour l'école. Voilà, il me donnait comme ça. Mais le papa m'aidait, aidait quand même ma fille. Donc, tu étais restée en bon terme avec le papa de ta fille? Oui, oui. Et comment tu l'avais rencontré, le papa de ta fille? Eh bien, en fait, à l'époque, j'habitais sur Évry, dans le 91, Soisy-sur-Seine, plus exactement. Et j'avais un copain, et il m'a dit, j'ai des potes de Marseille qui viennent, je te les présente. Et en fait, j'ai eu le coup de foudre pour le papa de ma fille. En 1 mois et demi, j'ai tout quitté pour lui. À 19 ans, je suis retrouvée sur Aix-en-Provence. J'avais un CDI, j'étais coiffeuse, etc., un appartement. Et puis j'ai eu le coup de foudre pour le papa de ma fille. Et vous êtes restés combien de temps ensemble? 3 ans. 3 ans. T'es tombée enceinte au bout de combien de temps? 2 ans. C'était voulu? Oui. Oui. J'étais très, très amoureuse du papa de ma fille. Et pourquoi ça s'est terminé? Parce que le père de ma fille a eu Anissa à 19 ans. Moi, je l'ai eu à presque 22 ans. Je l'ai eu à 22 ans. Et quand on m'a posé ma fille sur moi le jour de sa naissance, je me suis sentie tout de suite maman. Et le père de ma fille, à 19 ans, c'est plus, comme à Marseille, la pétanque, l'OM. En fait, il y a eu un décalage. Moi, je vivais pour ma fille, je l'ai laissée tomber en tant que femme, même si à 22 ans, voilà. Et en fait, on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde. J'avais des yeux que pour ma fille. C'est-à-dire, les disputes ont commencé là? J'étais beaucoup trop maman. Une mère louve. Et comment la séparation, elle s'est faite? Très en douceur. C'est-à-dire qu'on s'est séparés. Le soir, pour pas perturber ma fille, il venait lire les histoires à ma fille. Il l'emmenait... on partait encore de temps en temps en vacances ensemble, en faisant chambre à part. Mais le jour où il a rencontré quelqu'un, et c'est normal, ça s'est arrêté. Et aujourd'hui, tu es encore en contact avec lui? Oui, vaguement. Et avec quel œil il a vu vos participations à des programmes de télévision comme Mariée au premier regard, La Villa des cœurs brisés, Les 50? Il a juste dit qu'il fallait faire attention, mais ma fille a vraiment la tête sur les épaules à ce niveau-là. C'est-à-dire? Elle a tout ce qui est réseaux sociaux, etc. C'est elle qui m'a épaulée pendant la diffusion de Mariée au premier regard. C'est-à-dire, pourquoi c'est elle qui t'a épaulée pendant la diffusion de Mariée au premier regard? C'était une diffusion compliquée? Très compliqué, la diffusion de Mariée au premier regard, parce que du jour au lendemain, ça a été pendant les périodes Covid, donc il y a eu 4 millions d'audimat tous les lundis quasiment. Donc ça a vraiment énormément marché. Les jeunes d'aujourd'hui sont nés avec les réseaux sociaux. Moi, de mon statut, je me suis créée, entre guillemets, avec les réseaux sociaux. Donc j'ai une approche, en fait, j'avais pas le recul nécessaire. Ma fille me disait, maman, arrête de regarder les réseaux. Facebook, Instagram, etc. Et c'est elle qui m'a épaulée pendant la diffusion, ouais. Ah oui, donc toi, tu n'avais pas les codes, donc tu regardais tout, tu scrutais tout, tu devais tout prendre pour toi, personnellement, et mal le vivre. Ouais, le matin, je me levais, je disais, mais Anissa, les gens nous aiment pas. Mais maman, c'est les réseaux sociaux. Arrête, stop. C'est elle qui m'a aidée. Mais ça te rendait malade? Alors, pas malade, mais je me posais des questions. Je me disais, et puis maintenant, c'est pas que ça ne m'atteint pas, mais ces gens-là, je les connais pas. Il y a du chemin, ça fait 4-5 ans maintenant. Ah bien sûr, au départ, tu devais pas le prendre comme ça. Au départ, on nous demande des photos. Robert, c'est la dame de la télé, Robert. C'est sa communauté Mariée au premier regard. Ah oui, Jocelyne, oui, on l'a vu hier, on peut faire une photo, s'il te plaît? Oui. Et en fait, j'ai mal vécu ça. Et quand on me reconnaissait dans la rue, je le vivais mal. Et quand on me dit, je suis fan de vous, je le vis encore plus mal. Pour moi, c'est pas légitime. On ne peut pas aduler une personne qui fait de la télé,
qui fait de la TV réelle. On adule une personne qui crée, un artiste, un chanteur, un écrivain, mais pas quelqu'un qui... Et il y a des gens qui m'ont dit, mais Cécile, tu as une personnalité à part, tu as un parcours de vie complètement hors code, tu as vécu des choses très compliquées dans ta vie, et c'est aussi ça qui explique que parfois je suis un peu crue, parce que j'ai beaucoup de mal à m'apitoyer sur les gens, etc. Et les gens t'aiment et t'adulent par rapport à ton parcours et ta personnalité. Et moi, ça, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Et qu'est-ce qui t'a mis justement sur le chemin de Mariée au premier regard? La maladie. La maladie? Oui. En fait, je suis partie vivre 1 an en Tunisie. Je suis revenue encore une fois sans argent. Et j'ai réussi à avoir un appartement, etc. Mais financièrement, c'était un peu compliqué. Et je ne savais pas ce que j'allais faire professionnellement. Et j'ai eu en fait le ventre, c'est le deuxième, voire le premier cerveau de notre corps. Et donc, avec toutes ces expériences que j'ai eues jadis, j'ai eu des problèmes, j'ai eu un cancer. J'ai eu un cancer? Ouais. Quel cancer? J'ai eu le cancer de l'utérus et en fait, on a dû m'enlever des fibromes de la taille de mon poing dans l'utérus. Comment tu l'as appris? Bah, quand je m'allongeais, j'avais le ventre difforme. Je dis, qu'est-ce que c'est pas normal. Il y a quelque chose. Donc j'avais des boules. Ça se voyait à l'œil nu. J'ai dit, il y a un problème. Donc on a dû m'enlever l'utérus. Après ça, j'ai eu l'intestin qui est passé à travers mon muscle abdominal. Oui. Et donc voilà, toutes ces opérations. Je me suis retrouvée alitée. Je reviens à Marseille, je reviens en France après 1 année en Tunisie. Et je dis, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et quand tu es alitée, tu n'as que ça à faire, en fait, de faire une rétrospection sur ta vie. Tu es restée combien de temps alitée? À la base, je devais rester 15 jours, mais je suis restée 2-3 jours. Parce que moi, je suis quelqu'un... ouais. Et l'opération, c'était une opération lourde? Non. Enfin, celle de la prothèse, oui. Parce qu'on m'a mis un filet. Celle de la prothèse, oui. Et il y a des conséquences au fait d'avoir une opération, enfin de retirer l'utérus? Bah, je ne peux plus avoir d'enfant. Je pouvais plus. Enfin, je l'ai enlevé il y a 4 ans, mon utérus. D'accord. Mais on a le ventre un peu plus plat. Non, je rigole, mais je l'ai mal vécu. C'est toujours mon truc à moi de tourner ça à Bah oui, mais je tu l'ai l'as mal vécu comment? Et bah, quand je me suis réveillée en salle de réveil, j'ai crié mon utérus. Et en fait, ça représente la femme. La poitrine, l'utérus, c'est ton outil de fertilité. C'est violent quand on t'enlève ton utérus. C'est pas que je me suis sentie moins femme, mais je me suis sentie... comment je pourrais... amputée d'un organe. T'es accompagnée quand c'est comme ça? Non, j'ai pas... non. Donc tu vis la chose, tu vis ce cancer-là toute seule? Toujours toute seule, mes épreuves, ouais. Et ta fille, ça a été Ma compliqué fille, pour elle? Comment tu l'as gérée? Ma fille, elle apporte son soutien comme elle peut. Exemple, une petite anecdote, j'étais à l'hôpital. Ma fille est très maladroite et très introvertie, donc elle est pudique aussi au niveau de ses sentiments. Pour me faire rire, alors j'étais en fauteuil. Et puis elle a commencé voilà, je me rappelle cette image-là. C'était tard, il n'y avait personne dans les couloirs et elle me faisait rire à faire une course de chariot, de fauteuil roulant. Le fait qu'elle... Voilà, c'était des petits moments comme ça où le fait qu'elle vienne me voir, c'est son truc à elle de dire t'inquiète maman, je suis là, quoi. Et voilà, c'est comme ça. 4 ans après, ça te touche encore beaucoup? Ouais, ma fille, ouais. Et tu me touches aussi, parce que tu vois, l'émotion, elle passe à travers la petite distance qu'on a entre tous les deux. Pourquoi ça te touche comme ça encore aujourd'hui? Parce qu'avec ma fille, c'est un peu compliqué. En ce moment? Toujours. Ah, depuis toujours? Voilà, donc c'est pour ça que quand on a des moments de complicité, ça m'émeut. Parce qu'on n'en a pas énormément. Ils sont rares? Ouais, ils sont rares. Ils sont rares, pourquoi? Parce qu'on est dans le conflit constamment, parce qu'on s'aime mal, parce qu'on s'aime trop. Pourquoi vous vous aimez mal? Comment on en arrive à s'aimer mal quand on est mère-fille? Parce qu'on a partagé des épreuves très difficiles avec ma fille. Chaque relation mère-fille est différente, mais avec ma fille, moi je suis une personne qui sort beaucoup de ma zone de confort, donc je suis confrontée à des choses un peu compliquées et j'ai mis parfois ma fille comme quand elle avait 10 ans, on s'est retrouvés sans toit, sans rien. C'est des choses qui sont pas banales et il faut gérer.
Et notre relation, c'est ça, c'est les montagnes russes. T'as dit, avec ma fille, on entretient une relation fusionnelle, ce qui m'empêche psychologiquement de me construire en tant que femme. C'est fort, hein, ce que tu dis. J'ai du mal à avoir ma place de maman. J'aimerais te faire réagir dans un premier temps à un bout de la phrase. C'est ce qui m'empêche psychologiquement de me construire en tant que femme. Donc cette relation fusionnelle avec ta fille. Ça veut dire que tu estimes n'avoir été ou n'être qu'une maman et non pas une femme ou une copine? Je suis maman-copine. Le problème qu'il y a, c'est que comme je me suis battue toute seule et que je me suis mis complètement entre parenthèses pour refaire ma vie, même si j'ai vécu quand même une fois en couple, donc j'ai 45 ans, mais j'ai été une fois en couple vraiment sérieux, j'ai trop été maman et j'ai trop culpabilisé de la séparation du papa. Et comme le papa n'était pas forcément aussi présent, parce que ma fille le réclamait beaucoup et lui n'était pas forcément là aussi, même s'il essayait de... J'avais ce sentiment de culpabilité, donc problème de culpabilité, j'instaurais pas assez de règles, et ma fille, en fait, au fur et à mesure, m'a bouffée. T'étais trop permissive? Ouais, j'étais trop laxiste avec ma fille. Permissive, laxiste dans quoi? Dans les mots, dans la façon dont elle pouvait te parler, dans les sorties, dans les achats, dans les caprices? Dans les règles de la vie en général, dans les responsabilités. Ma fille faisait une bêtise, entre guillemets, c'est imagé, c'est moi qui nettoyais, c'est moi qui la couvais. Et en fait, maintenant, avec le recul, j'aurais dû laisser ma fille assumer ses erreurs, prendre ses responsabilités, quitte à prendre des murs et à la voir, entre guillemets, regretter. Non, cet amour que j'ai pour ma fille, entre guillemets, n'est pas sain. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, tu dois avoir, certainement, maintenant que je te connais un petit peu, le poids de la culpabilité. J'ai maintenant une autre forme de culpabilité de ne pas avoir été assez stricte et et de ne pas avoir eu la place de maman et pas celle de copine. Mais tu as toujours eu l'impression d'avoir eu la place de copine? Tu étais une copine avec ta fille? Au début, non, parce que c'est facile. Un enfant de 2-3 ans, non, ça c'est mal, ça c'est bien. Pourquoi c'est mal? Voilà. Enfin, entre guillemets, on va dire que c'est basique. À quel moment t'es devenue la copine? À quel moment? Je pense à l'adolescence. Quand elle a commencé à avoir l'adolescence. La crise d'adolescence? Ouais, la crise d'adolescence, ouais. Elle était comment, cette crise d'adolescence? Anissa? Ouais. Violente. Très violente. Elle a vrillé. Elle savait plus, limite, ce qui était le bien ou le mal. Ça a été très compliqué pour moi de gérer. T'as eu peur? Oh là 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 là, ça a été horrible. T'as beaucoup pleuré? Oh là là, oui. C'est pour ça que je tombais malade après. Anissa, c'était la pro de la fugue. Elle me faisait croire qu'elle allait en cours alors qu'elle était assise à côté de son école, dans une gare, et elle attendait que ce soit l'heure. Mais t'avais quoi? T'avais un sentiment d'impuissance? Impuissance, exactement. Et ça, en tant que maman, il n'y a rien de pire. J'arrivais pas à... Après, je me suis entourée de professionnels, parce qu'ils ne sont pas là que pour réprimander, hein, les assistantes sociales, etc. Donc en France, on a quand même la chance d'avoir un système où on peut nous accompagner quand une maman ou un parent est en difficulté. Et un jour, et ça, je pense que c'est l'une des plus belles phrases de ma vie, j'ai la juge pour enfants, parce que j'ai mis ma fille, puisque je n'étais plus en mesure de la protéger, dû à ses fugues, j'ai mis ma fille en protection judiciaire, non pas judiciaire, je sais pas comment on peut dire quand un enfant est protégé par la justice, par le corps. Moi, je sais pas. Non, mais elle n'a pas fait de bêtises délinquantes. C'est pas une délinquante. C'est que moi, en tant que maman, j'avais plus ce pouvoir de gérer ma fille, de protéger ma fille. Donc j'ai fait appel à l'ASE, je crois que ça s'appelle. Et la juge pour enfants, un jour, m'a dit, Madame Bip, vous avez tout compris. Vous êtes une bonne maman, seulement vous faites avec les armes que vous avez. Vous inquiétez pas, ça va aller. Et en fait, quand elle m'a dit ça, je me suis écroulée en pleurs parce que ce sentiment de maman, de dire « mais t'es une ratée, en fait. Tu sais pas gérer ta fille. Ta fille, tu t'es même pas capable de savoir que elle est pas à l'école aujourd'hui. » Ou c'est ce truc-là de dire « mais en fait, je suis pas une bonne mère. » Tu t'en voulais à toi ou tu lui en voulais à elle aussi? Les deux.
Elle n'a pas supporté que j'aille à Genève. Ça a été la cause, c'était le côté financier. Elle n'a pas supporté que je l'éloigne de son père. Voilà. Et j'ai dit, mais maman, je suis obligée, en fait. On fait comment? On vit où? On fait comment? Là, j'ai l'opportunité qu'on nous héberge, le temps que je mette de l'argent de côté, après ça ira. 6 mois après, 2 mois après, j'avais mon appartement, j'ai tout remeublé. 6 mois après, on partait en Thaïlande avec ma fille. Enfin, j'ai remonté la pente comme jamais. Et ça, c'était compliqué pour ma fille de le comprendre. Et tu penses qu'elle te l'a fait payer? Elle a voulu te faire payer tout ça, ce choix de vie, en fait? Elle m'a fait payer ce choix de vie totalement. Et ça a été... je travaillais de 6h à 21h. Je faisais énormément d'horaires. J'étais seule, j'avais pas mes amis, personne. Genève, le ciel, c'est comme Paris, en fait. Tu vois pas c'est très compliqué quand tu viens du Sud. Et elle m'en a voulu. Je pense que maintenant, évidemment, avec le recul, elle a compris mon choix de partir d'Aix-en-Provence pour pouvoir tout simplement avoir les factures payées et le frigo rempli. Alors, tu me disais tout à l'heure, c'est ça qui nous a amené sur cette discussion-là, c'est la maladie, donc c'est donc le cancer de l'utérus qui t'a amené à participer à Mariée au premier regard, c'est ça? Oui, totalement, puisque j'étais allongée et devant la télé, je vois une pub. Si vous voulez participer au casting de Mariée au premier regard, envoyez votre candidature à tel mail. Et c'était pas Bouches-du-Rhône, c'était Rhône-Alpes. Je dis, c'est pas grave, de toute façon, au pire, s'il habite Lyon et moi j'habite Marseille. Et puis je pianote, machin, j'envoie ma candidature. Entre-temps, je vois une pub sur Facebook, vous voulez devenir agent immobilier, contactez-moi, nanani, nanana, vraiment dans les 2-3 jours. Hein. Je dis, tiens, je vais contacter. Je vais à cette réunion pour être agent immobilier. Alors, je venais de me faire opérer, donc je marchais comme ça. Et là, je dis, pourquoi pas? De toute façon, j'ai quoi à perdre? Je me lance dans l'immobilier et on m'appelle pour le casting de Mariée au premier regard. Bonjour, enchantée, c'est un tel de Studio 89. Et on me dit, t'inquiète pas, ça va durer un quart d'heure, 20 minutes et on va voir s'il y a quelque chose à faire ou pas. Je fais OK. Ça a duré presque 1 heure l'entretien, mais des fous rires avec la chef de casting. Des fous rires. Et j'ai su après que quand elle a raccroché le téléphone, elle a dit, c'est bon, on a une candidate. Je lui ai raconté ma vie comme à toi je raconte. Et tu connaissais l'émission? Et je connaissais l'émission puisque je la suivais, bien sûr. Et c'était prévu que tu participes avec ta fille, Anissa? Alors, j'en ai parlé en amont. Elle me dit oui, pourquoi pas. Par contre, ce qui n'était pas prévu, c'est qu'elle soit autant mise en avant. Mais oui, mais elle est presque plus que toi et c'est pas moi qui le dis, c'est toi. Oui, elle a été beaucoup mise en avant parce que Anissa a un fort tempérament et que s'il n'y a pas moi, il n'y a pas ma fille. S'il n'y a pas ma fille, il n'y a pas moi. On est vraiment comme ça. Et s'il n'y a pas Alain? C'est qui? Alain, ton ex-mari. Ah, pardon. S'il y a pas... Alors oui, ça a été court mais intense, notre relation avec Alain. Ça l'a pas fait au premier regard. Ça l'a pas fait au premier regard. Par contre, c'est quelqu'un qui... ils ont coché quand même pas mal de cases. Le casting, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui est ambitieux, qui est travailleur. Très bon papa. Mais... on a été incompatibles parce que, avec le parcours que j'ai eu de vie, je ne peux pas être avec quelqu'un qui est trop sensible et qui est trop, on va dire, trop dans la faiblesse. Ah, c'est-à-dire? Parce que là, tu utilises 2 mots qui me percutent. Sensible, faiblesse. Est-ce que ça veut dire que pour toi, la sensibilité, c'est une forme de faiblesse? Alors, ça dépend à quel degré. Pour moi, la sensibilité plus, pour moi, c'est une faiblesse. Moi, je suis quelqu'un de très sensible. Je suis sensible. Et t'es faible? Non. Bah non. Mais je suis pas plus. Et lui était plus? Oui, je pense. Oui. Il était un peu susceptible. Mais t'as des exemples pour qu'on comprenne? Je me rappelle plus trop, ça fait 4-5 ans. C'est-à-dire, genre, si tu dis quelque chose, il pouvait se vexer? Ah, oui, ça y est, je m'en rappelle. Dernier jour... En in, donc devant la caméra, on me dit alors Cécile, je dis moi j'aimerais bien que Alain fasse un peu plus d'efforts, s'investisse un peu plus dans notre couple parce que je fais beaucoup d'allers-retours Marseille-Montpellier, j'ai une société, je suis dans l'immobilier, j'ai beaucoup de travail, même si je peux travailler à distance et que lui c'est un peu plus compliqué, moi j'ai besoin d'être assurée et de voir qui tient à moi. Il voit ce passage à la télé. Non, le soir je lui dis voilà, j'ai dit ça devant la caméra.
Il me dit, mais ça va pas, non? Je dis, mais pourquoi? Il me dit, pourquoi tu m'as pas dit ça face à face? J'ai dit, mais Alain, tu vois bien quand même que je fais des efforts et que j'aimerais bien aussi que tu... Il me dit, oui, mais moi je travaille, parce que moi je me gratte peut-être. Enfin, moi je me gratte. Et en fait, ça a été un peu mal perçu. Et le fait que je le dise encore plus devant la caméra, il a pris ça comme une attaque personnelle. Il a terminé. Donc il s'est senti touché personnellement. Voilà. Et c'est ça qui a conduit à la rupture? Oui. Il m'a unfollow ma fille, alors qu'ils s'appréciaient tout. Ils s'appréciaient les deux. Du jour au lendemain? Du jour au lendemain, il m'a unfollow ma fille. Donc c'est pour ça, la susceptibilité, moi, je supporte pas. Vous étiez mariés à ce moment-là? Ouais. Depuis combien de temps? 1 mois. 1 mois. Ok, vous vous connaissiez depuis combien de temps? Donc 1 mois. 1 mois. Ok, pardon la question, mais vous étiez mariés, mais est-ce que vous aviez aussi consommé votre mariage? Ah bah oui, on ne l'a pas enfilé les perles, bah oui. Bah oui, non. En plus, ils nous ont mis dans une villa magnifique pour notre séjour comment on dit? Lune de miel. Oui. Pour notre lune de miel, tout était réuni et ils font en sorte aussi la prod de nous mettre à l'aise. Enfin, je dis pas à l'aise intimement, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais être bien avec notre mari, qu'on connaît depuis très peu de temps. Et puis, j'avais... Alors, pas au premier regard, j'avais pas une attirance pour lui, mais il avait un certain charisme et l'humour. Mais un humour, j'ai craqué sur son humour. Qu'est-ce que ça fait, Cécile? Parce que je crois qu'il y a très peu de personnes en France qui ont vécu ça, parce qu'un mariage au premier regard sans connaître la personne, ça arrive quasi que à la télé, hein, peut-être, ou dans des situations très rares. Qu'est-ce que ça fait, Cécile, d'avoir une relation intime, sexuelle, avec son mari qu'on vient de connaître le jour même? Alors, moi, j'ai pas accouché le premier soir avec mon mari. Le premier soir, j'ai fait la muraille de Chine. On devait dormir dans le même lit, donc déjà pour moi c'était très compliqué. Et en plus, il ronflait, ma phobie. Donc j'ai mis mes oreillers entre lui et moi, j'ai dit ça c'est ton côté, ça c'est mon côté. J'ai été très critiquée. Hein. J'ai été très critiquée pour ce passage-là. Oh, je m'en souviens. Voilà. Ouais. Mais je suis désolée, si les femmes qui critiquent arrivent à ouvrir leurs cuisses à un inconnu au bout de 4 heures de connaissance, bon vous semble, moi je suis pas comme ça. Et déjà dormir c'était compliqué pour moi à côté d'un inconnu, même si c'est mon mari sur le papier, mais je veux dire à un moment donné, voilà. Alors il y en a qui arrivent à consommer le premier soir, et même Alain, très respectueux, m'a dit, parce que moi je disais, ce truc-là, je voulais pas qu'il me touche, ça c'est ton côté, c'est mon côté. Il me dit, avec tout le respect que j'ai pour toi, Cécile, je n'aurais jamais rien tenté. Donc Alain était extrêmement respectueux à ce niveau-là. Mais voilà, et puis tout est décuplé dans cette émission. On a 1 an et demi de préparation avant. On est conditionné aussi. Et j'ai vécu des super bons moments avec lui. Mais vraiment, on était limite plus potes qu'amants, mais... Mais c'est marrant, comme avec ta fille, t'es plus copine que maman. Oui, après non, avec certains de mes ex, j'étais femme, hein, amante, maîtresse. Voilà, mais avec Alain, voilà, il n'y avait pas ce petit truc qui a fait que. Mais ça a dû te gêner alors du jour au lendemain d'être ghostée, comme si t'existais plus, alors que tu vis des choses pourtant. Ouais, c'est surtout ça qui m'a fait mal. Parce qu'on a vécu une sacrée expérience. Pour moi, après la naissance de ma fille, c'est l'expérience de ma vie. Et je suis très reconnaissante d'avoir participé à cette émission. Mais c'est vrai que ça m'a fait de la peine. Parce qu'on a vécu des choses, on a vécu une expérience hors du commun. J'aimerais te montrer une vidéo que tu as postée, Cécile, sur tes réseaux sociaux. On la regarde, je te pose mes questions juste après. Allez. Cécile de la saison 5 de Mariée au premier regard, la fossile du célibat. Je suis enfin prête à trouver l'amour. Donc si vous avez entre 35 et 45 ans, que vous êtes fan d'animaux, merci pour ta motivation. Karma, tu peux t'investir un peu plus, s'il te plaît? Maman, faut qu'elle trouve quelqu'un. Oh. Que vous aimez les animaux et la nature, c'est très important pour moi. Je vous laisse aller sur M6+, et je vous dis à bientôt peut-être.
Donc si on a entre 35 et 45 ans, si on est un homme et qu'on aime les animaux, on peut se rendre sur M6+, mais aller sur M6+, pourquoi, Cécile? Parce que je vais participer à une émission. Alors, connais pas le titre, je connais pas les grandes lignes, hein, je connais pas le titre de l'émission. En gros, c'est certains candidats de Mariés au premier regard. On va participer à une émission. En gros, c'est une seconde chance pour trouver l'amour sans mariage. Et M6 Studio 89 a mis en route un casting pour nous trouver notre compagnon de vie, ou je sais pas comment on peut le dire, je sais même pas, un copain, un chéri. Ton mec, quoi. Un mec. Mais il est comment, ce mec? Vas-y, mais si c'est l'occasion Je sais pas, justement, j'aimerais bien le Mais trouver. t'as des critères particuliers Alors, mes critères particuliers, c'est très important. L'honnêteté, l'authenticité. Je veux pas... Les animaux. Les animaux, c'est très important. Alors, pas qu'il soit passionné comme moi, parce que moi, c'est viscéral, mais qu'il aime les animaux, la nature. Pas quelqu'un qui aime aller en week-end à Saint-Tropez. Ça, c'est pas mon délire. Pas de m'as-tu vu? Non, je veux quelque chose. Je veux une relation, quelqu'un d'authentique. Et surtout, qui arrive à casser ma carapace, parce que c'est vrai que après des années de célibat, mais je suis prête. Il n'y a pas que la carapace à casser. Ouais, voilà. C'est vrai, merci Sam. C'est fin, ça se mange sans fin. Et voilà, ouais. Je suis prête maintenant à rencontrer quelqu'un. C'est vrai que j'ai passé des moments un peu compliqués ces derniers mois, mais grâce à mon chien, je l'ai sauvé. Parle-moi justement de ton chien Karma, et c'est tes abonnés en plus qui l'ont nommé Karma. Oui, c'est mes abonnés TikTok. Karma, Karma? il dort. Ah ouais, Karma, Viens Karma mon bébé, ronfle. je te présente, viens mon cœur. Oh là là, mon kitou, viens mon amour. Viens. Et ça s'étire. C'est un chien marocain Oui, viens. que t'as sauvé. Ouais. Attends, viens mon amour. Il est tellement vif. Il pèse combien? 17,5 kg. J'en ai envie de le bouffer, là. On dirait un gros bébé, on a envie de le bouffer. Mon amour. Oh là là, que c'est mignon. Vous êtes beaux tous les deux. C'est mon miroir. Ouais. J'ai appris beaucoup sur moi grâce à lui. Qu'est-ce que t'as appris? Alors, Karma, il m'a appris à me canaliser. Grâce à lui, je fais des cours de yoga. Ouais. Non, vraiment. Hein. Il m'a appris à me bouger, parce que j'ai eu une période un peu compliquée, là, cet hiver. Et donc, il m'a appris à me bouger. Et ce chien est une très, très belle leçon de vie, parce que c'est un chien qui est malade, qui a, comme tu peux le voir aussi, une fracture. Voilà. À la patte, ouais. À la patte. Patte arrière droite. Et il a vécu des choses très compliquées. Et j'ai appris à relativiser beaucoup de choses grâce à lui. Qu'est-ce qu'il a comme maladie, ce chien? Il a la leishmaniose stade 4, c'est-à-dire qu'il a une insuffisance rénale. Et ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que c'est un chien qui risque... Alors, là, on a trouvé le traitement. On ne guérit pas de la leishmaniose. On peut la maîtriser, entre guillemets. Non, c'est pas vraiment le terme, mais on peut comment on peut dire, la stabiliser. Ouais. La stabiliser. Mais c'est vrai que c'est un chien qui risque pas de vivre très très longtemps. Ça lui attaque les reins. Alors il y a plusieurs formes de leishmaniose. Hein. Ça veut dire qu'il est condamné? Ouais, il est condamné, ouais. Et donc toi, en tout état de cause, t'as décidé d'adopter ce chien, de t'en occuper? Oui. Malgré sa maladie? Oui. Malgré le fait qu'il soit condamné? Oui, parce que là, sinon, il serait mort. Si je ne l'avais pas adopté, il serait mort. Parce que c'est ce qu'on appelle un chien errant, c'est ça? C'est un chien errant du Maroc que j'ai adopté au Ranch Beldi. Le Ranch Beldi, c'est donc un refuge au Maroc. D'ailleurs, je pars dans peu de temps, je pars 4 mois faire du bénévolat là-bas. Et je ramène mes chiens au Maroc. Karma, je pense qu'il va être dégoûté, mais bon. Et je vais faire donc du bénévolat dans ce refuge-là. Et c'est le Ranch Beldi qui l'avait trappé, puisqu'ils font la stérilisation des chiens errants. Qu'est-ce que ça veut dire, trapper? Trapper, c'est attraper. Ils vont trouver des chiens errants. Attendez. Reste là, Kitou. Voilà. Ah non, mais attends. Non, mais Karma, elles sont un peu plus vives quand même, là. Enfin, là, on dirait que... Voilà, reste là, mon amour. Paris, ça ne te réussit pas, Karma. Tiens, regarde, tu peux remettre ton micro.
Voilà, comme de parfait, poil. Cécile, on voit que tu as l'habitude. Voilà. Donc oui, là-bas au Maroc, il y a plus de 4 millions de chiens errants. Donc on est sur... Ouais, il est craquant. Hein. Non, parce qu'il a un très bon regard. Oui, Il te regarde comme ça, là. Oui. Il a un regard Hein? hyper perçant. Ouais. Ouais. Oh, ça me fait craquer. Par contre, il faut juste... Ça, j'ai oublié de te le dire, il faut pas trop montrer ses gencives. Ah, Parce qu'il prend ça comme une menace. c'est pas vrai. C'est-à-dire que quand on rigole, il faut qu'on rigole comme ça. Faut qu'on rigole comme ça? Voilà. C'est pas vrai, c'est une blague? Non. Ah, faut qu'on soit comme ça? Voilà. Faut pas trop... Ah, la glotte, là, au fond, il supporte pas. Ah, il a peur des glottes? Oui, il a peur des glottes. Mais pourquoi? Bah, je sais pas, je pense qu'il a eu une mauvaise expérience avec une glotte quand il était au Maroc. Non, je déconne, c'était nul. Bon, bref. Et donc, en fait, il y a 4 millions de chiens errants au Maroc et le ranch Beldi attrape les chiens, les stérilise et les identifie pour éviter que la fourrière les tue. Et Karma, quand je suis allée visiter le ranch, était là et j'ai eu le coup de foudre au premier regard. Et j'ai été là, donc la castration qui a été faite, c'était Alicia, mariée au premier regard, saison 6. Elle est vétérinaire? Elle est infirmière. Il y avait le veto qui était là, mais Alicia était évidemment sous le contrôle du vétérinaire. Elle a coupé les coucougnettes? Elle a coupé les coucougnettes, elle m'a dit « j'ai vu les coucougnettes de ton chien ». Donc évidemment, Alicia, c'est la marraine de Karma. Et je rentre en France et je pense tous les jours à ce chien. Et j'appelle le ranch Beldi et je dis je veux l'adopter. Donc on a fait tous les papiers nécessaires. Il faut savoir qu'il y a un délai à peu près de 4 mois. Vaccin contre la rage, etc., la sérologie. Et Karma est arrivé dans ma vie il y a presque 1 an jour pour jour. Et qu'est-ce qui t'apporte, Karma? Karma, il m'apporte énormément de joie. Et je le redis, hein, c'est une leçon de vie. Je l'ai sauvé, mais c'est lui qui m'a sauvée, en fait. Ça a été une révélation. Ça a été une révélation, ce chien. Déjà, ma reconversion professionnelle aussi, je veux passer le diplôme d'éducateur canin. Je m'intéressais déjà à la base beaucoup au comportement canin, mais là encore plus, je trouve ce chien exceptionnel. Et toi, tu lui apportes quoi? Bah déjà, là, c'est rare qu'on se retrouve tous les deux et qu'il n'a jamais été à Paris. Le train et tout ça, il ne connaît pas. Et là, je m'aperçois qu'il me fait vraiment confiance. Au quotidien, là, ça se voyait, mais là, je le vois depuis que je suis sur Paris. Il m'apporte, qu'est-ce que je lui apporte? Bah, déjà, des croquettes tous les jours, de haute gamme, et puis de l'amour surtout. C'est mon roi. Je veux lui donner un maximum avant que la maladie se réveille. Je veux vraiment lui donner un maximum d'amour avant qu'il parte. T'anticipes ça? T'y penses? Tu te prépares? Non, je m'y prépare pas, mais je vis les moments x2 et je prends ce qu'il me donne x2. Tout est décuplé. Là, ça va faire 1 an qu'il est en France. Je veux lui faire une fête avec une banderole Karma. J'ai contacté une société qui fait des gâteaux pour chiens. Je veux inviter ses potes du parc. J'ai trouvé le terrain. Voilà, je veux vraiment lui faire plaisir. Là, t'as aidé, t'as sauvé un chien qui était en difficulté, on est d'accord, hein, qui était face certainement à de la violence de la rue, la violence du désert, de la vie. La violence de la vie. Tu as aussi été en lien avec des personnes, tu as accompagné aussi des personnes qui ont connu la violence? Non. Non, j'ai pas... Non, il y a quelque temps en arrière, j'avais le syndrome de la sauveuse pour les humains. C'est-à-dire que chaque personne, même les mecs, hein, qui avaient un problème, il fallait que je m'en occupe. Je vivais à travers les problèmes des gens. Maintenant, j'ai décidé d'arrêter. L'humain me touche moins, je suis désolée, hein, que les animaux. Et que j'ai décidé de donner cet amour que j'ai, de les aider, plutôt que les humains. C'est un amour que tu compenses? C'est une déception de l'être humain? Je vais te parler simplement. Est-ce que c'est parce que tu souffres de ta relation avec ta fille qui n'est plus la même qu'avant? Non, rien à voir avec ma fille. Je pense que je comble un manque affectif, c'est sûr. Parce que là, je passe... Exemple là,
Je suis à Paris, j'ai pensé aux médicaments de Karma qui doit en prendre un, mais j'ai pas pris les miens. Voilà. D'ailleurs, j'ai eu une bactérie à cause du Maroc. Bref. Donc voilà, mes animaux passent avant moi. Je suis dans le sacrifice. Je sais que comment je pourrais dire, pas cette attitude, mais cette façon d'être n'est pas forcément normale. Parce que moi, je suis vraiment dans l'excès. Le jour où je rencontre quelqu'un, il va me combler et je serai aussi comblée, affectivement parlant. Je serai beaucoup moins sur mes chiens. Ma fille me dit tous les jours, maman, va voir un psy, c'est pas normal, avec tes animaux, et mes chiens, et là, il faut qu'ils se promènent, et ci, et ça. Voilà. Là, j'ai traversé tout Paris pour trouver un petit parc pour que Karma sente un bout d'herbe. Voilà. Donc oui, je suis dans l'excès. Elle comprend cet amour inconditionnel pour ce chien, ta fille? Ah. Est-ce qu'elle comprend? Oui. Oui, elle comprend, ma fille. Après, on est dans l'excès. Enfin, elle sait que je suis dans l'excès. Mais elle sait que c'est mon équilibre. Mes animaux, c'est mon équilibre. Tu m'enlèves mes animaux, je suis pas bien. Je sais pas, j'ai pas mes repères. Faudrait faire une télé-réalité sur les maîtres et leurs chiens. Pourquoi pas? Non, mais franchement, tu sais que j'y pensais en plus la dernière fois. Je devrais peut-être même pas le dire. Mais non, c'est pas bête. Bah oui. Bah ouais. C'est pas bête. Tu pourrais participer à une émission avec Karma? Bah oui, on a déjà participé. On a fait la saison 2 de Que sont-ils devenus de Mariés au premier regard. Et ouais, notre histoire, elle est particulière, elle est belle en plus. Les animaux, on est leur voix. Alors je veux pas mettre la cape Super Cécile, c'est pas ça que je veux dire, mais on est leur voix. C'est des êtres qui sont faibles, qui sont fragiles, qui demandent qu'à être aimés et qui souffrent aussi. Enfin, l'être humain, c'est la pire des espèces pour moi. Tu pourrais reparticiper à une télé-réalité avec ta fille. Vous en avez fait 3. MAPR, Mariés au premier regard, La Villa, 7. On en a fait combien? Et les 50? On en a fait 2. Mais c'est pas on a fait Que sont-ils devenus saison 1, saison 2. Ouais, je considère pas Que sont-ils devenus comme une télé-réalité, plus comme du docu. Oui, c'est vrai, t'as raison. Voilà. Mais en télé-réalité, vous en avez fait 3. Mariés au premier regard, La Villa, les 50, saison 2. Ouais. On a fait Dîner presque parfait aussi. Ah oui, donc 4. Vous pourriez refaire mère-fille? Bon, non. Pourquoi? Parce que mon combat me prend trop... J'ai envie de me focaliser sur le refuge au Maroc, mon chien, mon combat pour les animaux. Télé-réalité, j'ai 45 ans. C'est bon, je vais apporter quoi à la télé? T'as aimé toutes tes expériences? Oui. Même les 50, c'était quoi? T'es resté quoi? 50 minutes. 50 minutes. J'allais dire 2 heures. Non, 50 minutes. Oui, j'ai aimé les 50. Enfin, moi, ce que j'ai aimé, c'est le staff, la logistique de cette émission. C'est incroyable. Incroyable. Et tellement de bienveillance, vraiment. J'ai pu rencontrer, j'ai pas pu tout parler avec tout le monde, mais des grandes têtes de télé-réalité, hein, comme Anaïs, il y avait Anaïs. Il y avait qui encore? J'ai vu Bastos. Enfin bon, il y avait énormément de grosses têtes. Déjà, Julien Tanti aussi, Manon. Donc, Tu t'es déjà fait draguer par des candidats de télé-réalité? Bah non, jamais. Je me suis jamais fait draguer parce que pourquoi d'ailleurs? Ben non, parce que La Villa des Cœurs Brisés, c'était un prétendant. Ils m'ont mis un mec de Poitiers qui s'appelle Guillaume, alors qu'il draguait déjà les minottes de 20 ans. Alors que, bon, bref, très mauvais choix. Mariée au premier regard, j'étais mariée. Les 50, je suis restée 50 minutes, donc compliqué. Et ta fille? Bah, Anissa, elle a énormément de succès. Hein. Anissa, elle a été... Anissa, elle a énormément de succès, mais Anissa, elle est... On se ressent beaucoup sur ça. On a vraiment la tête sur les épaules au niveau des garçons. C'est vrai que vous êtes disputé avec Cassandra après les 50 à cause justement d'un candidat de télé-réalité, mais qui te draguait toi ou ta fille? Ah non, non. Alors, il draguait pas ma fille, mais ils étaient vraiment très proches, potes proches en fait. Et c'est vrai que Cassandra, que j'apprécie, du haut de mes 45 ans, pour moi, c'est une petite qui est hyper touchante.
n'a pas apprécié qu'Anissa et lui se rapprochent en tant que potes, c'est tout. Ils étaient tous les soirs ensemble. Ils ont fait un tournage, le dîner presque parfait. C'était qui? Giovanni. Et donc, ils se sont rapprochés, voilà, c'est des jeunes, ils ont 20, 25 ans, boîte de nuit, machin. Elle a snappé à un moment donné Giovanni, et puis elle m'a unfollow, elle a unfollow Anissa. Bon, après, c'est pas grave, c'est des trucs de gamins. Mais moi, c'est une petite que j'aime beaucoup, Cassandra. Mais pourquoi elle t'a unfollow? Parce qu'ils avaient passé une soirée ensemble, c'est ça, ouais, Giovanni et Anissa? Je vois pas pourquoi moi, j'ai été unfollow. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est une petite qui, pour moi, est touchante quand même. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Cécile? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter avec Karma, là, pour le futur très proche? Déjà, longue vie à Karma. Oui, oui, t'as raison. Voilà, longue vie à Karma. Que nos futurs mois qui vont... nos futurs mois... Au Maroc. Au Maroc. Nos futurs mois au Maroc vont être sympas, puisque bon, là, il retourne dans son pays, donc j'espère qu'il va pas me faire un choc en disant « Mais qu'est-ce qu'il est fou, elle m'a enlevé de la misère. » Donc j'ai pris, pareil, un appartement, une maison, une belle résidence. Voilà, donc ça va être bien pour mes chiens. Voilà, et que mes plateformes continuent à marcher autant que là actuellement. Donc là, tu parles des plateformes intimes dont on avait parlé lors de ton Aja Interview, sur laquelle tu étais venue sur Aja en parler. Oui, parce que tous ces projets que je fais dans la cause animale, Maroc, les frais, c'est énormément de frais aussi, c'est grâce à mes plateformes. Voilà. L'immobilier, c'est trop instable. Financièrement, c'était un peu compliqué ces derniers temps. Et donc, je me suis mise sur les plateformes. Financièrement, c'était déjà financièrement. Et puis, comme j'ai vu que ça marchait, etc., grâce aux plateformes, j'ai pouvoir partir au Maroc quelques mois et faire du bénévolat au Ranch Beldi. Bah oui, t'as écrit sur ton mime « Hey, ta MILF préférée de 45 ans de la télé a décidé de se rapprocher de toi, emoji flamme. Tu peux discuter, entre parenthèses, et plus encore, emoji moins de 18 ans, fermez la parenthèse, avec moi uniquement ici, emoji chute. Ne sois pas timide et envoie-moi un message, je réponds tous les jours, emoji cœur blanc. » C'est magnifique, hein? Surtout comment tu le dis. C'est très poétique. Très poétique, oui. C'est bien avec le ton, hein? Magnifique. Oui, alors je suis sur Mime et OnlyFans. OnlyFans depuis 1 mois. Ça cartonne. Alors, je ne me suis pas appelée MILF toute seule. C'est depuis mon apparition dans Marie au premier regard, les minots m'appellent la MILF. Voilà. Moi, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Donc voilà, c'est une sorte de proximité plus que j'ai avec mes followers. J'en suis pas fière, j'en ai pas honte non plus. Si j'avais pas ce but d'aider de la cause animale, parce que je suis aussi avec des associations en France, je pourrais pas tenir par contre. Voilà, j'ai vraiment ce but-là. Cet objectif. Je me suis créé cet objectif et depuis toujours, c'est un rêve que je vais réaliser. Et c'est vrai que sans cet argent, j'aurais pas pu. Parce que ça demande beaucoup d'argent. Merci Cécile pour cette interview en toute intimité. On te retrouve sur tes réseaux sociaux traditionnels. Qu'est-ce qu'il faut taper pour te suivre? Cécile MAPR5. Cécile MAPR5, tout simplement. Cécile Karma, merci beaucoup. Nous, on se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité, des nouveaux chiens en interview en toute intimité. D'ici là, prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.